Bienvenue sur la chaîne YouTube Stratégie Dividende et Value Investing, la chaîne où on investit dans les dividendes pour avancer vers l'indépendance financière et préparer sa retraite. Nous sommes le dimanche 30 avril. Nous commencerons cette capsule par le suivi des sociétés déjà présentées. À l'écran figure un tableau montrant l'évolution du cours de bourse des entreprises depuis leur présentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier que les dates de présentation des sociétés sont bien celles que j'indique dans mon tableau en regardant quand les capsules ont été mises en ligne. Indépendamment des dividendes éventuellement perçus, on voit que toutes les actions présentées sont dans le vert. Seplat Energy gagne 23,7%, ArcelorMittal gagne 12,2% et Alibaba, quant à elle, gagne 19,6%. Alors, quelques bonnes nouvelles. Seplat a décidé de porter son dividende trimestriel à 0,03 $, ce qui fait un montant de dividende annuel de 0,12 $, soit 9,5 pence. Le rendement en dividende est maintenant de 9% au cours actuel. ArcelorMittal n'est pas en reste. Elle fait passer son dividende de 0,38 $ à 0,44 $, payable en 2 fois à partir de cette année, avec un versement le 30 juin 2023 et un second le 30 décembre 2023. Passons maintenant à la présentation de Petrobras. Nous dresserons tout d'abord un portrait de la société avant de parler de son domaine minier, de sa production d'hydrocarbures et de ses réserves, et nous finirons par les finances de l'entreprise. Dans cette dernière partie, il sera notamment question du copieux dividende de Petrobras. J'espère que le visionnage de cette capsule sera profitable à vos investissements. N'hésitez pas à récompenser mon travail en likant la capsule. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Créée en 1953, Petrobras est la plus grande entreprise brésilienne par la capitalisation boursière devant Vale. Elle officie dans le secteur des hydrocarbures. Ses activités sont très diversifiées. Elles vont de l'exploration à la production d'hydrocarbures, pétrole et gaz naturel, en passant par le raffinage, le transport et le négoce d'hydrocarbures, la génération d'énergie électrique dans des centrales thermiques fonctionnant au gaz, au fioul ou au diesel. La société Petrobras est de loin le principal producteur d'hydrocarbures au Brésil. Sa part dans le raffinage est aussi prépondérante et elle emploie environ 45 500 personnes. Les capacités de raffinage sont concentrées dans le sud-est du Brésil, à proximité des grands centres industriels et urbains du pays. La société est quasiment investie de la mission d'approvisionner le pays en produits raffinés. Pour ce faire, elle raffine son pétrole brut et importe des produits raffinés. Petrobras participe aussi au marché brésilien du gaz naturel, en y écoulant sa propre production de gaz, mais importe également du gaz naturel de Bolivie par gazoduc. Elle en fait aussi venir sous la forme de GNL dans ses terminaux de regazéification, principalement des États-Unis. Le capital de la société Petrobras est constitué globalement de 13 44 496 930 actions. Mais il faut savoir qu'il est constitué de deux types d'actions. Les actions ordinaires, auxquelles est attaché un droit de vote aux assemblées générales, et les actions de préférence, dépourvues de droit de vote, mais donnant la priorité à percevoir un dividende. Dividende dont le montant minimum est défini dans les statuts de la société. Le capital de la société Petrobras est constitué de 7 442 454 142 actions ordinaires et de 5 602
42 788 actions de préférence. Comme le gouvernement brésilien détient 50,26% des actions ordinaires, il possède donc 50,26% des droits de vote. C'est donc lui qui dirige Petrobras dans les faits. Les actions de Petrobras sont toutes les deux cotées à New York sous la forme d'ADR. L'ADR avec comme sous-jacent les actions ordinaires a pour code PBR, tandis que l'ADR représentant les actions de préférence a pour code PBR.A. Notons que dans les deux cas, un ADR Petrobras représente deux actions. Personnellement, je préfère détenir des actions ordinaires, bien qu'elles soient plus chères que les actions de préférence, tout simplement parce qu'il y a un droit de vote qui leur est attaché, et donc j'y vois au chapitre. Le prix d'une action ordinaire n'étant pas le même que le prix d'une action de préférence, le calcul de la capitalisation boursière de Petrobras n'est pas aussi immédiat que pour les sociétés dont le capital n'est constitué que d'actions ordinaires. La formule permettant ce calcul figure sur l'écran. À la fin de la séance boursière du 21 avril 2023, l'ADR PBR cotait 11,6 $, tandis que l'ADR PBRA cotait 10,42 $, ce qui nous fait une capitalisation boursière de 72,4 milliards de dollars pour Petrobras. Après l'investiture du président Lula, en début janvier, les actions ordinaires Petrobras ont pas mal chuté. En effet, certains intervenants semblaient très dépités après que la société ait été retirée de la liste des entreprises à privatiser, alors que c'était le souhait de Bolsonaro. À voir l'État brésilien, minoritaire au capital de Petrobras, puisqu'il ne possède directement ou indirectement que 36,61% du nombre total des actions, mais majoritaire en droit de vote, a des avantages et des inconvénients. Le Parti des travailleurs pourrait augmenter les taxes sur l'industrie pétrolière, tordre le bras de Petrobras pour obtenir une baisse des prix de l'essence, du gaz ou sur d'autres produits raffinés mettant ainsi à mal ses profits. D'un autre côté, Petrobras étant en quelque sorte l'entreprise pétrolière nationale du Brésil, elle sera favorisée pour l'octroi de nouveaux permis d'exploration face à des acteurs étrangers, et le gouvernement peut aussi décider de garder un bon taux de distribution des profits sous la forme de dividendes pour financer ses dépenses sociales. Nous allons parler à présent du domaine minier de Petrobras et notamment du thème géologique majeur qu'elle a découvert en 2007. Parler d'une pétrolière sans parler de son domaine minier est un non-sens. Depuis près de 50 ans, Petrobras explore les bassins sédimentaires au large des côtes du Brésil, ce qui lui a permis de développer une grande expertise dans les forages profonds, entre 300 mètres et 1500 mètres de profondeur, et ultra profonds à plus de 1500 mètres de profondeur. Le domaine minier de Petrobras s'étend sur 51 734 km², soit un peu plus d'un dixième de la surface de la France. 90% se situe en mer, on parle alors d'offshore, et 10% se trouve à terre, on parle alors d'onshore. Pour le moment, seulement 27% du domaine minier a été développé, c'est-à-dire fouillé et les champs trouvés totalement mis en production. Il reste donc encore 73% du domaine minier où il faut soit mener des forages d'exploration, soit terminer la mise en valeur des champs découverts, c'est-à-dire terminer la phase de développement. La société s'intéresse particulièrement aux bassins sédimentaires du sud-est, à savoir au bassin sédimentaire de Santos, au bassin sédimentaire de Campos et au bassin sédimentaire d'Espírito Santos.
La compagnie envisage également de mener des explorations sur la marge équatoriale que vous pouvez voir ici. La société produit des hydrocarbures à partir de 177 champs et elle dispose de 68 blocs sur lesquels il faudra conduire des explorations. Alors ici en bleu, nous avons ici les champs producteurs et ici les blocs d'exploration qui sont détenus à 100% par Petrobras. Les autres blocs d'exploration ou les autres champs producteurs sont en fait détenus en partenariat avec d'autres compagnies pétrolières. Quand les blocs d'exploration sont en jaune ou quand les champs producteurs sont en jaune, ça veut dire que Petrobras est l'opérateur, c'est-à-dire qu'elle gère toutes les opérations. Par contre, quand les blocs d'exploration sont en vert ou les champs producteurs en vert ici, ça veut dire que certes Petrobras est en partenariat, mais qu'elle ne gère pas les opérations du tout. En 2007, l'entreprise Petrobras découvrit un nouvel horizon géologique contenant une importante accumulation de pétrole au large du Brésil et localisé en dessous d'une couche de sel épaisse de plus de 2000 mètres. Ce nouveau thème pétrolier appelé présalte ou encore couche sédimentaire présalifère s'étale sur 800 km et se situe à 250 km des côtes brésiliennes. Pour atteindre les gisements de pétrole, il faut forer sous 2200 mètres d'eau et forer encore 3000 mètres sous le plancher océanique en traversant la couche de sel et ainsi atteindre les roches sédimentaires entre 5000 et 7000 mètres de profondeur, là où sont emprisonnés le pétrole et le gaz. Le présalte est une séquence de roches sédimentaires formées il y a plus de 100 millions d'années dans l'espace géographique créé par la fragmentation de l'ancien supercontinent du Gondwana. Plus précisément, cette séquence géologique a été formée par la séparation de ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique et l'Afrique, un processus qui a commencé il y a environ 160 millions d'années. Au fur et à mesure que l'Amérique et que l'Afrique s'éloignaient, pendant des millions d'années, les fleuves des deux continents, en se jetant dans la dépression née de ce processus, y ont déposé une quantité considérable de matière organique. Puis la dérive de l'Afrique et de l'Amérique se poursuivant dans des directions opposées, cette matière organique a été recouverte par les eaux de l'océan Atlantique, alors en formation. C'est à ce moment-là qu'une couche de sel commença à se déposer au-dessus de la matière organique. Elle atteindra l'épaisseur de 2000 mètres environ au final. Par la suite, des processus thermochimiques ont progressivement transformé la matière organique en hydrocarbures, pétrole et gaz, lesquels sont restés piégés sous l'immense dôme de sel imperméable. Pour produire les hydrocarbures de l'horizon présalifère, la logistique à mettre en œuvre est énorme. Les têtes de puits à 2200 mètres sous la surface de l'eau sont reliées par des conduites flexibles à des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement, encore appelées FPSO. Plus précisément, une FPSO est une unité flottante autonome capable de traiter le pétrole brut et les gaz qui l'accompagnent, de stocker le gaz naturel et le pétrole avant leur transbordement sur un navire de transport, encore appelé tanker, et de réinjecter dans les gisements le dioxyde de carbone dissous dans le pétrole pour y maintenir la pression. Notons que des gisements d'hydrocarbures ont été découverts dans les roches sédimentaires post-salifères entre le plancher océanique et la couche de sel. Voici à quoi ressemble
une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, encore appelée FPSO pour Floating Production Storage on Offloading Unit. On voit bien que ce n'est pas un petit navire. Les bassins sédimentaires pré-salifères sont localisés dans un polygone de 149 000 km² à cheval sur les bassins sédimentaires de Campos et de Santos, au sud-est du Brésil. On peut voir ici les différents blocs dans lesquels Petrobras possède une participation. Sur la carte, la zone en bleu représente les endroits où on pourrait rencontrer éventuellement des réservoirs présalifères, c'est-à-dire des épaisseurs de sel sous lesquelles on pourrait trouver éventuellement des dépôts d'hydrocarbures. On note que cette zone ici est incluse dans le polygone dont on a parlé précédemment et qu'on appelle encore le polygone présalifère. La grande majorité des réserves prouvées de Petrobras se situe dans ces deux bassins sédimentaires adjacents, ce qui permet une optimisation des infrastructures et limite les coûts d'exploration, de développement et de production. Le développement des gisements des couches présalifères demande en effet beaucoup de capital. D'après Total Energy, le champ Tupi, réputé contenir entre 5 et 8 milliards de barils équivalent pétrole récupérables, nécessitera un investissement de 80 milliards de dollars. D'après la compagnie, ce sont ces deux bassins sédimentaires de Campos et de Santos, dans leur globalité, qui assureront la croissance future des réserves prouvées et donc de la production d'hydrocarbures. Mais l'exploration d'un troisième bassin, celui d'Espírito Santos, pourrait elle aussi réserver de bonnes surprises. Les autorités brésiliennes mettent régulièrement des blocs d'exploration comportant des couches sédimentaires présalifères aux enchères dans le cadre du régime de partage de production, enchères auxquelles participe Petrobras. Dans ce système, quiconque est intéressé par un bloc doit offrir à l'État brésilien un pourcentage minimum du pétrole à produire, en plus de payer une prime à la signature. Mais Petrobras n'est pas un enchérisseur comme les autres. Comme l'entreprise Petrobras est la découvreuse de ce nouveau thème pétrolier au large du Brésil, une loi datant de 2010 lui donne un privilège important. En effet, la société dispose d'un droit préférentiel pour prendre 30% de toutes les concessions des gisements présalifères accordés. Ainsi, quand Petrobras échoue lors d'un processus d'enchères, elle peut faire jouer son droit préférentiel et s'inviter à la table. C'est parfois utile d'être contrôlé par l'État. À présent, on va s'intéresser plus particulièrement au bassin de Campos. Alors ici en blanc, nous pouvons voir les différents blocs du bassin de Campos dans lesquels Petrobras dispose d'une participation. Ici, sur cette image, on peut distinguer ici les blocs qui sont actuellement producteurs en bleu clair, tandis qu'en bleu foncé, on peut voir ici les blocs qui feront plus tard l'objet d'une exploration. Les gisements d'hydrocarbures dans le bassin de Campos sont majoritairement post-salifères, c'est-à-dire qu'ils sont situés entre le fond océanique et la couche de sel. Beaucoup d'entre eux sont matures, la production a commencé dans les années 1970 et Petrobras s'emploie à les revitaliser tout en menant une exploration du thème présalifère dans la région. Des découvertes commencent d'ailleurs à être faites sous la couche de sel dans le bassin de Campos. Le champ
Jubarte fut la première. Sa mise en production commença en 2008. En 2021, la production sur l'ensemble du bassin de Campos était de 592 000 barils équivalent pétrole par jour, dont 465 000 provenant des gisements post-salifères et 127 000 de gisements pré-salifères. Considérons à présent le bassin de Santos. La production de Petrobras dans le bassin de Santos repose majoritairement sur des gisements pré-salifères en plein développement. La production pré-salifère dans cette région augmente et tend à compenser la production post-salifère déclinante du bassin de Campos. C'est du bassin de Santos que provient une grande partie de la production de Petrobras. Elle était de 1 443 000 barils équivalent pétrole par jour, presque exclusivement issus de l'horizon géologique pré-salifère. Mero, Atapu, Buzios, Sepia, Itapu sont des projets majeurs en cours de développement. Les champs Tupi, Sampinoa, Berbigão et Sururu ont été développés et font partie des plus productifs du Brésil. Les trois principaux gisements pré-salifères de Petrobras dans le bassin de Santos sont par ordre d'importance des réserves récupérables Buzios, Tupi et Mero. Ces champs, en plus d'être des géants, sont aussi très productifs. Découvert en 2010, le champ de Buzios, détenu à 88,99% par Petrobras, produit actuellement 616 000 barils équivalent pétrole par jour grâce à 4 FPSO. D'ici 2027, Petrobras espère pouvoir porter la production de ce champ à 2 millions de barils équivalent pétrole par jour en implémentant 8 FPSO supplémentaires. Tupi, détenu à 65% par Petrobras, découvert en 2006, aurait des réserves prouvées de 5 à 8 milliards de barils équivalent pétrole, produisait quant à lui 1 million de barils équivalent pétrole par jour en 2020. 2 milliards de barils équivalent pétrole auraient déjà été sortis de ce gisement. Le champ Mero, détenu quant à lui à hauteur de 38,6% par Petrobras, déjà en pré-production depuis 2017, est le troisième champ pré-salifère par la taille. Il contiendrait encore 3 milliards de barils équivalent pétrole récupérables. Son pic de production devrait être atteint en 2026 avec une production d'environ 630 000 barils équivalent pétrole par jour. La production devrait ensuite décroître jusqu'en 2047 où elle ne serait plus rentable au prix actuel du pétrole. Sur la carte du bassin de Santos à l'écran, on peut voir, représentés en bleu clair, les blocs déjà producteurs, que le développement des champs trouvés soit achevé ou non, et en bleu foncé, les blocs devant faire l'objet d'une campagne d'exploration. D'ores et déjà, des résultats sont connus. Un puits foré en fin 2019 sur le bloc Sagittario a mis en évidence une colonne de pétrole de 159 mètres de haut dans l'horizon pré-salifère. Petrobras espère commencer la production sur le bloc Sagittario en 2027. Le pic de production devrait être atteint en 2028 avec une production journalière d'environ 80 000 barils de pétrole et de condensat. La production devrait se poursuivre jusqu'en 2071, année où elle cessera d'être rentable. En novembre 2021, la compagnie a annoncé la découverte d'un réservoir de pétrole sur le bloc Aram.
mais il reste encore à évaluer son importance. En 2022, 2 puits d'exploration ont été forés dans le bassin de Santos et 2 autres dans le bassin de Campos. Le puits d'exploration, situé non loin du bloc Sépia, a mis en évidence une colonne d'huile parmi les plus hautes du pays. Les résultats de l'autre puits d'exploration sur le bloc Tres Maria est toujours en cours d'analyse. Sur le bloc Alto de Cabo Frio, situé dans le bassin de Campos, une découverte de pétrole a été faite dans l'horizon présalifère sous 1833 mètres d'eau. Le réservoir a l'air d'avoir une bonne productivité. Les résultats du puits d'exploration, pratiqués sur le bloc Dois Irmãos, sont également en cours d'analyse. Hormis dans les bassins de Santos et de Campos, l'entreprise produit des hydrocarbures et détient des blocs d'exploration dans 10 autres bassins. La marge équatoriale semble être le plus prometteur du point de vue exploratoire. Intéressons-nous à présent à la production d'hydrocarbures de Petrobras et aux réserves qui la sous-tendent. Le tableau situé à l'écran affiche la production d'hydrocarbures au Brésil, exprimée en barils équivalent pétrole par jour, encore appelé en anglais BOEPD, ce qui veut dire Barrel Oil Equivalent Per Day, et le tout sur l'année 2022. Alors on voit que la production est scindée en 2 parties. La production de pétrole et de gaz naturel liquéfié et la production de gaz naturel. On voit que 73 000 barils équivalent pétrole par jour sont produits à partir de forages à terre ou en eau profonde. 434 000 barils équivalent pétrole par jour proviennent de l'horizon post-salifère ou de forages en eau ultra profonde. Et la majorité de la production vient de l'horizon pré-salifère avec une production de 1 635 000 barils équivalent pétrole par jour. Ce qui nous fait bien une production totale pour les liquides de 2 142 000 barils équivalent pétrole par jour. La production de gaz naturel, quant à elle, est de 505 000 barils équivalent pétrole par jour, ce qui nous fait bien une production totale de 2 647 000 barils équivalent pétrole produits au Brésil chaque jour. La production d'hydrocarbures hors Brésil est anecdotique puisqu'elle est de 37 000 barils équivalent pétrole par jour. La production totale d'hydrocarbures de Petrobras est donc de 2 684 000 barils équivalent pétrole par jour en 2022, sachant qu'une partie du gaz produit n'est pas commercialisée comme le montre le profil de production à l'écran. Sur la courbe, on peut voir que sur les 2,6 millions de barils équivalent pétrole que la société ambitionne de produire en moyenne sur l'année 2023, seulement 2,3 millions seront réellement commercialisés. Notons qu'en 2023, il est attendu que 74% de la production d'hydrocarbures proviennent du thème pré-salifère. La société projette de produire 3,1 millions de barils équivalent pétrole en 2027. L'augmentation de la production sera soutenue par l'achèvement de la mise en production des champs déjà découverts et à plus longue échéance par la découverte de nouveaux champs par l'exploration. Le Brésil ambitionne de devenir le 4e producteur mondial de pétrole avec une production journalière de 5,4 millions de barils à horizon 2029, venant à 80% des champs pré-salifères. Le pays compte naturellement sur Petrobras pour atteindre cet objectif. Pour soutenir la production, il est nécessaire de posséder en arrière-plan des réserves conséquentes. Les réserves prouvées de Petrobras au 31 décembre 2022
était de 10,5 milliards de barils équivalent pétrole, soit 10,8 années de production au rythme actuel. Mais on ne compte pas les réserves probables ni les réserves possibles. Le 31 décembre 2022, les réserves prouvées non développées étaient de 5,347 milliards de barils équivalent pétrole, en hausse de 28% par rapport à 2021, ce qui laisse bien de la marge pour une hausse de la production dans les années à venir. Alors notons que les réserves non développées, ce sont des réserves qui n'ont pas encore été mises en production. Pour soutenir et accroître la production d'hydrocarbures, la société ne compte pas lésiner sur les investissements. Elle prévoit de dépenser 78 milliards de dollars sur la période 2023-2027 et cela n'inclut pas l'allocation des FPSO pour environ 20 milliards de dollars. Les dépenses d'exploration et de production, que l'on voit ici en vert, devraient atteindre 64 milliards de dollars, 41 milliards seront consacrés à développer les gisements présalifères, principalement dans le bassin de Santos, là où se concentrent les actifs présalifères. 15 milliards serviront à développer les champs post-salifères, 6 milliards iront à l'exploration et 2 milliards seront consacrés au reste. Sur les 41 milliards de dépenses prévues pour le développement des gisements présalifères, 23 milliards seront consacrés aux champs géants de Buzio, où seront positionnés 7 autres FPSO sur les 18 que la société prévoit de se procurer d'ici 2027. 11 FPSO seront loués, 6 FPSO seront propriété propre de l'entreprise et 1 FPSO sera non opéré. 14 FPSO seront affectés à l'exploitation de gisements présalifères. Seuls 4 FPSO iront produire des horizons post-salifères. Le HISEP, système de séparation sous-marin à haute pression, une technologie innovante, sera implémentée sur le champ Mero, ce qui portera sa production de 230 000 barils par jour en 2022 à 770 000 barils par jour en 2027. Avec les 6 milliards de dollars dédiés à l'exploration, la société envisage de forer 42 puits d'exploration, 16 puits sur la marge équatoriale, 2 en Colombie et 24 dans les bassins sédimentaires du sud-est, Santos, Campos et Espírito Santos. Abordons à présent le dernier point de cette présentation, à savoir les finances de l'entreprise. À l'écran, on peut voir l'évolution du bénéfice net de Petrobras en fonction du cours du Brent. On peut remarquer que l'entreprise ne gagne quasiment rien avec un cours du Brent à 61 $ environ. Voyons à présent un indicateur qui me tient à cœur, le flux de trésorerie disponible ou free cash flow. Le free cash flow peut être affecté au paiement des intérêts de la dette, au remboursement de la dette, à la rémunération des actionnaires via un dividende distribué ou le rachat d'actions suivi d'une annulation des actions ramassées sur le marché. Rappelons-nous que pour préserver les finances d'une entreprise, il est nécessaire que la somme consacrée au paiement d'un dividende sur une période, trimestre ou année, soit plus petite que le free cash flow de l'entreprise sur la même durée. On dit encore que le dividende
doit être couvert par le free cash flow. Il apparaît que Petrobras génère un flux de trésorerie disponible impressionnant, même avec un cours du baril de Brent à 61 $ environ. Cours du Brent où le résultat net est quasiment nul, comme nous avons pu le voir précédemment. Dernier indicateur auquel je fais attention, l'évolution de la dette dans le temps et le profil de remboursement de la dette. Là, on peut voir que la dette brute diminue dans le temps pour se stabiliser sous 55 milliards de dollars, seuil que la société ne souhaite pas dépasser d'ailleurs. Sur le profil de la dette, on peut voir que les sommes à rembourser décroissent jusqu'à 2027 et que la maturité moyenne de la dette est de 12,07 ans. Sauf catastrophe économique durable, on notera que les énormes flux de trésorerie disponibles de Petrobras lui permettront de faire face aux échéances de sa dette. Retour sur le passé récent. En 2021, Petrobras a distribué 13,1 milliards de dollars en dividendes et 37,7 milliards de dollars en 2022, qui fut vraiment une année exceptionnelle en matière de retour sonnant et trébuchant à l'actionnaire. Je ne pense pas que ce sera ainsi tous les ans. En 2022, année électorale au Brésil, Bolsonaro avait besoin d'argent frais à distribuer, d'où un gros montant de dividendes demandé à Petrobras par son actionnaire de référence, l'État brésilien. Notons que Petrobras verse un dividende trimestriel. La politique de rémunération de l'actionnaire par l'entreprise est la suivante. Elle s'engage à verser un dividende annuel minimum de 4 milliards de dollars si le cours moyen du baril de Brent est au-dessus de 40 $. Si la dette brute est inférieure à 65 milliards de dollars et si le résultat net annuel est positif, Petrobras distribue 60% de son flux de trésorerie disponible. Sur la période allant de 2023 à 2027, Petrobras table sur un prix moyen du Brent de 75 $. L'entreprise prévoit alors de verser entre 65 et 70 milliards de dollars de dividendes auxquels pourraient s'ajouter entre 10 et 15 milliards de dollars de dividendes extraordinaires. Si les prévisions de Petrobras s'avèrent correctes, on peut tabler sur un dividende moyen annuel de 15 milliards de dollars, ce qui est en ligne avec le montant reçu en 2021. La capitalisation boursière de Petrobras au 2 mai 2023 étant de 62,9 milliards de dollars, cela représente un très copieux rendement brut en dividendes de 23%. Pour ma part, je pense que le cours moyen du Brent devrait plutôt s'établir au-dessus de 80 $ le baril. Il semble que ce soit un cours satisfaisant pour l'OPEP. De plus, l'exploration complète du polygone pré-salifère risque de prendre encore 10 ou 15 années. Elle apportera de nouvelles réserves prouvées à Petrobras, ce qui permettra d'augmenter sa production et d'accroître encore son énorme dividende. Pour l'actionnaire, Petrobras sera probablement une vache à lait pendant encore longtemps. Et au gain en dividendes viendra certainement s'ajouter un gros gain en capital du fait de l'appréciation du cours de l'action. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me récompenser de mon travail et abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Bonne journée à tous.